Le Conseil des ministres a eu lieu ce matin, comme tous les mercredis. Dans un instant, le compte rendu par M. Rossi, porte-parole, en direct de l'hôtel de Clermont. M. Trudeau, Premier ministre canadien, est parti pour Bruxelles après avoir donné une conférence de presse sur la relance de la coopération Paris-Ottawa, notamment dans les domaines de la technologie et de l'industrie. Une opération hors série réussie en France, la greffe d'une main dans des conditions difficiles. En direct sur notre plateau, le docteur Villain va nous préciser la portée de cette réussite. Sachez aussi que les Jeux Olympiques 1980 auront lieu à Moscou et les Jeux Olympiques d'hiver à Lake Placid aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bonjour. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, on poursuivra la discussion sur le projet de budget pour 1975. Hier, M. Jean-Pierre Fourcade, en présentant ce budget aux députés, a rappelé que les grands objectifs du gouvernement en matière économique et sociale étaient la lutte contre l'inflation, le retour à l'équilibre des échanges commerciaux et le maintien d'un niveau élevé de l'emploi. Le ministre de l'économie et des finances a souligné qu'il n'y aurait aucun impôt nouveau l'année prochaine. Il a également annoncé qu'un certain nombre de mesures nouvelles seraient prises à partir du 1er janvier 1975 et la principale de ces mesures concerne l'épargne. Le taux d'intérêt versé aux détenteurs de livrets de caisse d'épargne, en effet, sera augmenté de 1%. Il passera de 6,5% à 7,5%. Ce matin, c'était le traditionnel Conseil des ministres au Palais de l'Élysée. Nous allons vous en rendre compte avec le porte-parole du gouvernement, M. Rossi, qui en aura fait le compte-rendu devant les journalistes. À vous, l'hôtel de Clermont. Eh bien, je crois qu'on a beaucoup parlé des problèmes internationaux ce matin au Conseil des ministres et aussi des discussions qui ont lieu à Bruxelles sur les problèmes agricoles. Oui, à Bruxelles, 2 points ont été marqués par la France. L'un en ce qui concerne d'une part l'emprunt communautaire, qui était une demande française. C'est une affaire qui maintenant est réglée. Je ne vous prends pas le détail car il est assez complexe. Mais enfin, c'était une demande française très instante. Et d'autre part, l'affaire agricole, alors, qui est très importante pour l'avenir. Parce que la communauté, à la demande de la France, vous savez que dans ce domaine, la France mène une bataille depuis de longues années, a décidé qu'en matière de sucre, on irait à l'autosatisfaction, l'auto-approvisionnement de l'Europe. Autrement dit, on va passer pour la France, par exemple, de 2 700 000 tonnes à 3 600 000. C'est-à-dire que pour l'avenir, l'agriculture française, qui quelquefois a pu avoir des inquiétudes en ce qui la concernait, a donc devant elle un énorme marché qui va pouvoir s'ouvrir, et c'est très important de ce point de vue-là. Est-ce que la rencontre de M. Yasser Arafat et de M. Sauvagnard a été évoquée au Conseil des ministres? Oui, elle a été évoquée et M. Sauvagnard a pu confirmer ce que d'ailleurs la presse avait déjà indiqué, c'est-à-dire que la France, dans ce domaine, considère qu'il existe un fait palestinien, que le fait de le reconnaître en soi ne change en rien la position de la France dans le domaine du Proche-Orient, où sa position est particulièrement bien connue, notamment en ce qui concerne Israël et le souhait de la France de voir que le règlement se fasse dans le cadre de frontières sûres et reconnues. Par conséquent, il s'agissait de la part de la France, dans le voyage qu'a fait M. Sauvagnard, d'une confirmation de sa politique traditionnelle qui consiste à considérer que le règlement de l'affaire du Proche-Orient ne pourra se faire à condition de prendre en considération l'existence de tous les faits qui y existent. Voilà donc pour l'essentiel de ce Conseil des ministres. Bien entendu, ce soir, dans notre édition de 19h45, nous reviendrons plus largement sur ces problèmes. PTT, on risque la paralysie totale. Le courrier n'est pratiquement plus distribué et la nuit dernière, les avions de l'aéropostale n'ont pas décollé d'Orly. Les bureaux de poste ferment à Paris comme en province. Les centres de chèques postaux ainsi que le téléphone manuel sont menacés à leur tour. FO, qui vient de se joindre au mouvement, lance un appel solennel au gouvernement pour que s'ouvrent des négociations. Cette grève est un phénomène de rejet, a dit Pierre Lelon, secrétaire d'État au PTT, et nous ne pourrons pas la guérir d'un coup. Téléphone, le taux de la taxe de raccordement va passer de 500 à 1100 francs. Elle sera payable en 3 fois. Monsieur Lelon l'a annoncé hier soir sans préciser la date de cette augmentation. Il a affirmé par ailleurs, je cite, que les PTT ne se mettront jamais à la solde de groupes privés. Enfin, l'automatisation du réseau téléphonique est prévue pour la fin 1977. Réception hier soir par M. Edgar Ford d'une délégation soviétique. M. Vitali Rouben, le président de la Chambre des nationalités du Soviet suprême, était l'invité du président de l'Assemblée nationale.
Il était accompagné de plusieurs ministres soviétiques et du journaliste de la Pravda, Yuri Yukov. La visite officielle de M. Pierre Trudeau, Premier ministre canadien, a été marquée par la création d'une commission mixte franco-canadienne au niveau des gouvernements, commission dont les buts sont avant tout la coopération technique et industrielle entre les deux pays. On qualifie cette reprise des relations franco-canadiennes de franche et directe, et cette relance marque une rupture par rapport à la diplomatie précédente. Le président Giscard d'Estaing a par ailleurs accepté le principe d'une visite officielle qu'il ferait au Canada, mais aucune date n'a été précisée. Avant de prendre la route vers Bruxelles, et fort de l'assurance d'une relance concrète et immédiate de la coopération entre Ottawa et Paris, et assuré de la compréhension de la France à l'égard de la tentative canadienne pour renouer des liens avec la communauté économique européenne, M. Pierre Elliott Trudeau a tenu une conférence de presse dont voici des extraits. La France comprend qu'il y va de notre intérêt à nous d'avoir des relations bilatéralement avec les pays d'Europe et multilatéralement avec la communauté. Alors les discussions qui s'en sont suivies étaient à partir de là. Pour ce qui est des relations avec la communauté même, j'ai exposé au président et à M. Chirac la thèse canadienne, à savoir que si la communauté existe vraiment, je pense qu'elle existe et qu'elle doit continuer d'exister. On ne peut pas s'étonner que le Canada veuille avoir des rapports avec cette communauté-là. Ce sont des choses que je discuterai surtout demain à Bruxelles, mais des choses que je voulais expliquer aux autorités françaises, parce que, naturellement, elles ont un poids considérable à l'intérieur de la communauté. Je pense que c'est le sommaire de ce qui s'est dit. À l'issue de cette conférence de presse, tirant les conclusions de cette visite, les journalistes canadiens remarquent surtout que les relations entre la France et le Canada sont maintenant passées à un niveau politique. Ce qui se décidait au niveau des technocrates, tout ce qui se faisait peut-être entre hommes d'affaires français et canadiens, va maintenant se hisser, se porter au niveau politique, au niveau ministériel. On aura des discussions au niveau ministériel plus approfondies. C'est là qu'on réglera vraiment les relations. Ça, c'est important. Sur le plan politique, que le Canada puisse aller chercher quand même en France cet appui, parce que si on porte les discussions au niveau politique, au niveau ministériel, c'est vraiment là un avantage. Je pense que dans ce sens-là, on a réussi quelque chose d'important. Vous pensez qu'il n'y a plus d'ombre au tableau dans les relations canado-françaises? Ah, monsieur Trudeau a dit... on tourne la page, il nous dit qu'il passe l'éponge, je me demande s'il passe l'éponge. On n'oublie peut-être pas, quand on est un défenseur aussi acharné du fédéralisme, des thèses fédéralistes, un vive le Québec libre, des relations qui ont quand même été pendant un bon bout de temps assez tendues entre la France et le Canada. Monsieur Trudeau est Premier ministre depuis 1968 et pas une seule fois il n'a eu de visite officielle depuis ce temps. C'est la première en 6 ans. À son poste de Premier ministre. Et je pense qu'on n'oublie peut-être pas ça. Maintenant, ça, il faudra voir, parce qu'il n'a peut-être pas tellement été question là de ces problèmes sur le plan culturel. C'est surtout sur le plan culturel, au fond, que c'est toute la question entre la France et le Canada. Tout ce qui amène une tension dans les relations et sur le plan culturel, à cause du Québec. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, on ne le sait pas. Quand on a parlé de dégel, c'est vraiment cela. Et même sur le plan, non pas seulement sur le plan culturel, mais sur le plan commercial, quand on constate que la France est le 4e exportateur mondial, le Canada est le 6e, et qu'entre les deux, il y avait à peine 1% d'échange, c'est, comme le disait le Premier ministre, absolument, absurdement inexistant. C'est pas logique, c'est pas normal. Kissinger à Moscou, première étape d'une tournée de 3 semaines dans une douzaine de pays. Avec Léonid Brejnev et Andrei Gromyko, il tentera une fois de plus de débloquer la négociation sur les armements stratégiques. La dernière visite de Richard Nixon en URSS n'avait rien résolu. Les deux camps sont aujourd'hui plus optimistes. Un sommet Ford-Brejnev fin novembre à Vladivostok pourrait consacrer les progrès de la détente. L'ancien dictateur grec Georges Papadopoulos déporté avec 3 membres de l'ancienne junte des colonels.
accusé il y a quelques jours d'être moralement responsable de la mort de 18 étudiants lors des émeutes de novembre dernier, il est aujourd'hui soupçonné d'avoir voulu organiser des troubles avant les prochaines élections. Constantin Karamanlis, le Premier ministre, semble donc décidé à poursuivre l'épuration jusqu'à son terme. Voici le troisième et dernier volet de notre enquête-reportage sur la situation dramatique au Honduras, en Amérique centrale, après le passage du typhon qui a ravagé le pays le mois dernier. Ange Casta vous a présenté d'abord des documents sur les suites immédiates de la catastrophe. Ensuite, vous avez pu voir et entendre une jeune dame, médecin français, envoyée au Honduras au titre de l'organisation Médecins sans frontières. Et aujourd'hui, nous terminons par une enquête sur l'avenir économique d'un pays qui était déjà sous-développé avant la catastrophe et qui doit repartir à zéro. Le typhon sans précédent qui s'est abattu le 19 septembre est venu ajouter une péripétie dramatique à la situation de sous-développement aigu que connaissait déjà le Honduras. Pays de monoculture, il est l'un des plus gros exportateurs de bananes du monde. Cette activité, qui représente 80% de son économie, est entièrement contrôlée par deux grandes compagnies fruitières américaines. Le revenu moyen des habitants du Honduras se situe pourtant autour de 80 centimes par jour. Dans ce pays, célèbre pour ses coups d'État, des tensions sociales se sont manifestées de plus en plus aiguës ces dernières années. Don Leandro, venga para quoi? Depuis le 19 septembre, l'avenir apparaît encore plus difficile. ¿Cómo no? Sí. Il y a combien de temps qu'ils sont coupés de... Hace mucho tiempo que están aislados aquí. Sí, hace ahora 23 días. 23 jours. 23 jours qu'ils sont coupés. Sí. Et depuis quand ils n'ont pas eu de vivres? ¿Desde cuánto tiempo no tuvieron comida aquí? Hace como 3 semanas. 3 semaines. Il y a 3 semaines qu'ils n'avaient pas eu de vivres. 3 semanas, sí. Et dans quel état se trouve leur culture? ¿Qué tal están las semillas, las siembras, los cultivos ahora? La milpa, el maíz se perdió. Tout est perdu. Que todo lo que nosotros ocupamos para comer, para alimentos, todo se perdió. Frijoles, de eso no hay. Tous les aliments de base, maïs, haricots et bananes, tout ça a été inondé et perdu. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les mois à venir alors? Aquí lo que no lo perdió la llena, lo perdió el aire. ¿Y qué va a pasar durante los próximos meses ahora? Bueno, lo que va a pasar es que si no tenemos ayuda de algo otro país o del gobierno que tenemos actual, podemos morirnos de hambre. Ils disent que s'ils n'ont pas d'aide du gouvernement ou d'autres pays, ils vont mourir de faim. Ces derniers jours, plusieurs ministres du gouvernement hondurien ont donné leur démission. Le président López Arellano serait en difficulté. Les retombées politiques du typhon du 19 septembre ne font que commencer. Elles mettent en évidence la situation des petits pays d'Amérique centrale face aux géants américains. Vous pouvez bouger les doigts. Depuis combien de temps vous les bougez? Depuis le lendemain, pratiquement. Ça vous a étonné? Surtout après l'avoir vu par terre. Avoir vu la main par terre. Vous pensiez qu'on pouvait vous guérir comme ça? Ouais, pas que. En fait, j'ai eu affaire à un très grand professeur. Et une très bonne équipe. Voilà le microscope opératoire que nous utilisons pour cette microchirurgie nerveuse ou vasculaire. Il s'agit là d'un appareil d'emprunt que j'aimerais voir renouvelé parce que, bien que étant un excellent appareil, il est un peu difficile de maniement. Mais néanmoins, il permet des grossissements qui vont de l'ordre de 6 fois à 40 fois. C'est-à-dire qu'on peut vraiment arriver à anastomoser des vaisseaux de tout petit calibre. On a réalisé donc, dans un premier temps, l'ostéosynthèse du radius, puis
On a commencé par des sutures veineuses, et pour ça, on choisit des veines suffisamment volumineuses. Et les plus grosses étaient une veine au niveau de la région dorsale du pouce et une autre au niveau de la région dorsale médiane du poignet, qui assurait donc le retour veineux. Et puis ensuite, on a réalisé la suture artérielle des artères radiales et cubitales. Puis, sous microscope, on a réalisé la suture fasciculée des nerfs médians et cubitales, et enfin, on a réalisé la suture des tendons, pour terminer par la suture cutanée, avec un petit problème au niveau de la peau, mais qui a été facilement résolu. Un mois après, M. Pénaud se porte bien. Il faut évidemment une longue période de réadaptation, mais depuis un mois, on a fait mieux. On a recousu un pouce. Alors, quelle différence y a-t-il, monsieur, entre l'opération du pouce et l'opération de la main? Eh bien, c'est uniquement une question de calibre artériel et veineux. Mon collègue de Marseille a bien précisé que la suture de l'artère radiale et cubitale avait été faite sans le microscope. Il a utilisé le microscope pour la suture des nerfs. Or, au niveau du pouce, il faut passer au grossissement 6, 12, quelquefois 20 et même 40. Et il est bien entendu que cette suture est difficile. Dans le cas que nous avons fait à Boucicaut, dû à Bérès, Gilbert et Ericbourg, il a fallu faire des greffes même. Il y a une perte de substance, des greffes artérielles et veineuses. Non, mais comment pouvez-vous travailler avec des petites aiguilles, du fil? Eh bien, si vous voulez, il faut considérer que la microchirurgie, c'est-à-dire celle qui commence pour la réimplantation du doigt, exige 3 mois de travail à temps plein sur le rat, de la terre du rat. Oui. On travaille sous microscope avec des instruments et des aiguilles spéciales. Je vous dirais que la difficulté est considérable puisqu'une goutte de sang à l'extérieur du vaisseau, le spasme, et rend tout effort de révascularisation impossible. Alors, cela est possible maintenant. Alors maintenant, il y a à Bordeaux, Baudet chez Goumin qui a fait une main également et des doigts. Il y a l'équipe de Marseille, il y a une équipe à Dijon, à Lyon. Enfin, il y a maintenant un club de cette jeune génération qui peut replanter des mains et des doigts. Nous sommes prêts à Boucicaut à replanter main ou doigt. Main, ça sera plus facile, doigt sera plus difficile. Il faut simplement que dans les usines, on ait un sac de cellophane dans lequel on mettra, sans rien d'autre, le morceau de membre, de main ou de doigt qui sera coupé. On met autour de ce sac de cellophane de la glace pilée. Je dis bien au contact du sac, pas au contact du membre ou de la main. Et on vient à Boucicaut le plus vite possible. C'est l'équipe de réimplantation qui te garde 24 heures sur 24 qui jugera pour savoir s'il faut ou non réimplanter. L'intervention dure 10 heures, ça n'est pas une plaisanterie. Il faudra faire le départ entre ce qui est souhaitable et ce qui est impossible. Notamment pour le doigt, nous ne sommes pas en mesure encore de pouvoir réparer dans le même temps, comme cela a été fait très bien pour la main, à la fois les nerfs et les tendons. Nous ne pouvons faire que le temps artériel. Ça a duré 10 heures pour le pouce. Combien de temps peut-on attendre entre le moment où il y a eu l'accident et le moment où l'opération peut se faire? Pour le pouce, sans réfrigération, nous avons pu 11 heures après. Nous avons eu de la chance. Et avec réfrigération? Je crois qu'on peut avoir 12 heures, 13 heures, 14 heures. Est-ce que l'on retrouve totalement l'usage de sa main ou de son pouce ou de son doigt? Eh bien, c'est la grande question, puisqu'aux États-Unis, vous savez que c'est les Japonais, les Américains, les Australiens qui ont lancé cette chirurgie. Aux États-Unis, on a pu dire en plaisantant à O'Brien que c'était des doigts qu'il fallait amputer après. C'est faux. À partir du moment où le doigt est bien vascularisé, il n'y a pas de raison que les sutures nerveuses et tendineuses puissent redonner des choses valables. Il n'est pas question de réparer un bout de doigt d'un travailleur de force, mais un pouce, la main d'un enfant, les doigts d'un enfant, cela vaut la peine. Merci, monsieur. Battus seulement 1-0 hier soir en Allemagne par l'équipe de Mönchengladbach, les Lyonnais gardent ainsi toutes leurs chances de qualification pour la Coupe de l'UEFA. Un seul petit but de retard, c'est ce que les Stéphanois aimeraient bien rapporter de leur voyage en Yougoslavie. Saint-Étienne rencontre en effet cet après-midi la redoutable formation de Split, une équipe qui semble supérieure au Sporting de Lisbonne que les Stéphanois avaient éliminé au tour précédent de la Coupe d'Europe. Kurkovic, le gardien de but stéphanois, sera l'une des attractions du match. Kurkovic est le premier footballeur yougoslave à affronter ses compatriotes dans une grande compétition européenne. Nantes, de son côté, reçoit les Tchécoslovaques d'Ostrava. A priori, les Nantais partent légèrement favoris de ce 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, d'autant qu'ils enregistrent les rentrées d'Angel Marcos et surtout celle de leur capitaine Henri Michel. En revanche, Bertrand Demann est toujours blessé et c'est le vétéran Donoyan qui gardera les buts nantais.
À l'hôtel de ville de Vienne, Autriche, le Comité international olympique, le CIO, a retenu la candidature de la ville de Moscou pour organiser les Jeux olympiques d'été en 1980. C'est la première fois que des Jeux olympiques auront lieu en Union soviétique. Moscou se propose d'ailleurs de faire un effort hôtelier important pour recevoir les Jeux. Les Russes accepteront normalement l'entrée dans leur pays, l'entrée sur leur territoire, des représentants de tous les membres du Comité international olympique, sans aucune exclusive idéologique ou politique. C'est le maire de la ville qui l'a précisé. Les Jeux d'hiver, ski, patinage, hockey sur glace, etc., ont été attribués à la station américaine de Lake Placid, où ils s'étaient déjà déroulés en 1932. Je parlais là des Jeux de 1980. Pour 1976, les Jeux auront lieu normalement à Montréal, Canada, et pour les Jeux d'hiver à Innsbruck, Autriche. Les affiches de cirque, mais nous passons à un tout autre sujet. Les affiches de cirque ont leurs lettres de noblesse, les portes des musées viennent de s'ouvrir pour les accueillir, et Adam Saunier évoque une exposition qu'on pourrait appeler paillasse sur les murs. Ces affiches datent des alentours du début du siècle. Ce sont des affiches de cirque. Elles font l'objet d'une joyeuse exposition organisée par le Musée des Arts Décoratifs à Paris, rue de Rivoli, Palais du Louvre. Du temps qu'elles étaient sur les murs, on les considérait comme des images sans valeur. Ce sont aujourd'hui des pièces de collection. L'ambiance du cirque, l'affiche de cirque, le numéro de cirque, prolonge dans l'imagination le souvenir des livres d'images. Comme les artistes de la piste, les dessinateurs d'affiches de cirque illustrent les rêves et les contes de l'enfance qui se prolongent tout au long de la vie des hommes. Au début du siècle, le cirque Buffalo Bill précéda le western. Après une carrière mouvementée de cow-boy chasseur de bisons, Buffalo Bill avait créé un cirque où cow-boys et indiens rivalisaient d'audace. La tradition du Buffalo Bill se perpétue encore aujourd'hui. Les affiches de cirque consacrées aux numéros de domptage et particulièrement aux dompteuses de fauves donnent aux psychanalystes matière à réflexion, tandis que les formes de dressage de type humoristique provoquent parfois une impression plus pénible que joyeuse. Les jeux du cirque datent de la Rome antique, chacun le sait. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en France, sous les Mérovingiens, le cirque connut un grand succès. Toutefois, ce ne fut qu'en Angleterre, vers 1780, que naquit le cirque de type moderne. Aux alentours de 1870, le premier cirque géant commence à faire parler de lui, c'est Barnum, aux États-Unis. Et vers 1873, le cirque Fernando, qui devint le cirque Medrano, ouvre ses portes au pied de Montmartre. Et puis, ce sont en France les cirques Hamar, Bouglione, Pinder, aujourd'hui le cirque Jean Richard pour le grand chapiteau, et le cirque Grus pour les petits chapiteaux. L'affiche de cirque, c'est tout le cirque. Lorsqu'il s'agit de clowns, l'affiche de cirque se doit de faire en quelque sorte entendre la voix spécifique des clowns parlant sur la piste du cirque. Fort n'existe pas. Fort n'existe pas. Non, il n'y a rien de fort. Alors là, je vous arrête tout de suite car je vais vous citer un exemple. Dans les matières premières, vous avez le fer et l'acier. Ça, c'est fort. Le fer et l'acier? Oui. Non, ce n'est pas fort. Pourquoi? Le fer et l'acier sont vaincus. Et par quoi? Mais par le feu qui les fond. Ah. Mais alors le feu? À son tour est vaincu par l'eau qui l'éteint. Et l'eau? Vaincu par le soleil qui l'évapore. Et le soleil? Vaincu par les nuages qui le cachent. Les nuages? Vaincu par le vent qui les chasse. Le vent? Vaincu par les montagnes qui l'arrêtent, qui le brisent. Les montagnes? Vaincu par la main de l'homme qui les travaille. Et l'homme? Vaincu par la femme. Paillasse, dites-vous?
ce n'est pas facile de faire son tour de piste à grands coups de pied maladroits. Mais à ce moment-là, les rires des enfants sont les plus belles récompenses que peuvent recevoir les clowns qui, de tous les métiers, font le plus étrange des métiers. Comme le cirque, l'affiche de cirque est le produit d'un métier. De grands peintres, tels Toulouse-Lautrec ou Seurat, ont conçu des chefs-d'œuvre à partir du cirque. Et le dessinateur d'affiches de cirque ne se situe pas sur le même plan. Comme les artistes de cirque, les spécialistes de l'affiche de cirque sont en prise directe avec la rue. Ils en ont la santé, la robustesse, la verve. Et la sélection de vieilles affiches de cirque que nous propose en ce moment au Palais du Louvre le Musée des Arts Décoratifs donne la preuve que cet art populaire a ses lettres de noblesse. Les numéros de cirque sont parfois nimbés d'un charme féminin que les affiches de cirque n'illustrent pas toujours avec la grâce qu'on pourrait espérer. Mais elles sont toujours d'une drôlerie qui fait qu'on leur pardonne de ne pas évoquer la valeur suggestive du métier de jongleur. Les cirques de jadis avaient leur galerie des monstres, de phénomènes et d'anomalies. Cette tradition fut très décriée, mais les affiches de jadis témoignent du succès qu'elles rencontraient. L'artiste de cirque exerce une profession, mais il serait plus exact de dire qu'il vit cette profession. Il la vit sur un fil et c'est le public qui le soutient. On a dit que le public avait délaissé le cirque, que le cirque avait souffert du succès du cinéma et plus encore de l'universalité de la télévision. C'est vrai. Cependant, rien ne remplacera jamais l'odeur du cirque, l'ambiance du cirque. Non, le cirque n'est pas mort. Et s'il en fallait une preuve, nous la trouverions dans l'annonce de l'ouverture de la première école parisienne de cirque. La Gaîté Lyrique sera le cadre de cette école qui, sur une idée de Sylvia Montfort, sera animée par la famille Grus, laquelle réalise à elle seule tout le spectacle du cirque qui porte son nom et dont certains des numéros de tradition ont illustré d'images vivantes cette émission consacrée à l'exposition d'images du cirque que propose en ce moment le Musée des Arts Décoratifs dans le Palais du Louvre. Le cirque, cet art sans cesse recommencé. Le cirque à l'ancienne, choisi par Sylvia Montfort. Le ministre des Finances a dit hier qu'il fallait réanimer la bourse, que les niveaux des cours étaient tout à fait anormaux, dans le sens de la baisse bien sûr, et qu'il comptait sur une baisse des taux d'intérêt à court terme pour redonner une meilleure mine au marché. Eh bien, les boursiers pour l'instant attendent la baisse des taux d'intérêt et le marché reste irrégulier. Il reste irrégulier aussi parce que la grève des PTT empêche l'acheminement normal des ordres de bourse et que le volume des transactions est probablement plus limité qu'il ne devrait l'être. Le ministre des Finances a parlé aussi hier d'un nouveau genre de titre qui serait des obligations à taux d'intérêt variable, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de se prononcer toujours contre une indexation de l'épargne, mais des obligations qui auraient d'un côté un minimum garanti et d'autre part une partie du taux d'intérêt qui varierait en fonction précisément des taux d'intérêt.
mais ce n'est pour l'instant qu'une étude encore. Vous le voyez, le marché est très irrégulier. Dans le domaine de l'automobile, il y a eu à la fois une bonne nouvelle en ce sens qu'il est bien confirmé qu'il y a liberté des prix pour le secteur. Et puis, dans le domaine Citroën est réservé, vous le voyez, on a coté 20,70 et réservé ensuite. Une mauvaise nouvelle du côté de Chrysler, où on annonce 2 jours chômés, ce qui montre que la crise continue dans l'automobile. Et surtout Chrysler États-Unis, je parle de Chrysler France pour les 2 jours chômés, surtout Chrysler États-Unis qui a annoncé une perte de 8 millions de dollars pour le 3e trimestre. C'est beaucoup d'argent. La société américaine, d'ailleurs, est en train de revoir sa stratégie mondiale, prenant des décisions en France, en Grande-Bretagne et en Iran, où la société a annoncé un contrat très important pour la production de voitures en Iran. L'Iran qui achète de tous côtés, l'Iran vend du pétrole et est donc riche, et qui vient d'acheter aussi à la General Motors 74 locomotives diesel pour un contrat de 45 millions de dollars. Les pétroles, vous l'avez vu, n'échappent pas à l'ambiance maussade, ils sont presque tous en baisse. Sur le marché américain, les grandes compagnies internationales, les grandes compagnies américaines ont annoncé leurs bénéfices. Ils ont été supérieurs de 24,5% à ceux encaissés pendant le 3e trimestre, il s'agit des bénéfices du 3e trimestre dans le cas d'Exxon. Ils ont été supérieurs pour la filiale de Royal Dutch de 158%, c'est considérable. En France, les sociétés, elles aussi, font connaître leurs prévisions ou leurs bénéfices. Dans le cas de Saint-Gobain, il est à constater qu'actuellement, les bénéfices du 1er semestre assurent à peu près une base annuelle de 3 milliards de francs, ce qui serait équivalent en gros à la capitalisation boursière, ce qui est intéressant quand même. Signaler aussi que Poquelin a été réservé un moment à la baisse. Il semble que pendant les derniers mois, Poquelin a vu baisser très sérieusement les commandes sur le marché interne. On parlait d'une baisse de l'ordre de 50% et d'un maintien tout simplement des commandes à l'exportation. Vous avez vu que l'or était en baisse, que le Giscard est lui aussi en baisse. Il avait coté un moment 512,10 mais maintenant il a remonté, il est à 518. Il avait fini hier à 520. Ici la bourse, à vous Léon Zitrone. Merci Michel Tardieu. Nous avons terminé cette édition du journal télévisé. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Nous nous retrouverons peut-être à 19h45. Merci.